Nos problèmes techniques ont fait que je suis disparue de l'écran. Alors, on est au même point, je ne vous vois pas, vous ne me voyez pas. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un séminaire que je vais peut-être essayer d'abréger un peu compte tenu de nos délais d'un problème technique sur la violence au travail, les différences hommes versus femmes. Les objectifs qu'on vise, en fait, c'est de définir les concepts de sexe et de genre, de décrire la mesure du sexe et du genre en recherche, comparer l'exposition et les réactions des femmes et des hommes à la violence en milieu de travail et illustrer par un exemple l'analyse du genre dans la recherche sur la violence en milieu de travail. Alors, vous savez que cet intérêt nouveau, enfin relativement nouveau pour les différences entre le sexe et le genre, sont nés de différentes données qui ont été recueillies au cours des 20 ou 30 dernières années. Ce qu'on a constaté, c'est des inégalités socio-économiques considérables entre les femmes et les hommes et des différences hommes versus femmes en matière de santé. Alors, de plus en plus, on sent qu'il y a une volonté politique et sociale de diminuer ou même voire abolir les inégalités femmes versus hommes et d'améliorer la santé de la population. Par exemple, le graphique que vous avez présentement, c'est le pourcentage des femmes et des hommes de 15 ans et plus qui occupent un emploi rémunéré. Alors, en colonne, vous avez le pourcentage et en ligne, les années. Ce sont des données qui vont de 1931 à 2001. Alors, la ligne rouge représente les femmes, la ligne jaune, c'est les hommes. Je présume que vous avez les couleurs. OK. Alors, ce que vous constatez, c'est que dans les années 1931, il y avait à peine 20% des femmes qui occupaient un emploi rémunéré, comparativement à environ 80% des hommes. Cet écart entre les femmes et les hommes a diminué progressivement au cours du temps, au point où présentement, dans les années 2000, il y a environ 70 ou 68% des femmes et environ 75% des hommes qui occupent un emploi rémunéré. Ici, c'est un graphique du ratio des gains d'emploi moyens femmes et hommes. Des données qui partent de 1976 jusqu'en 2010. Ce que vous constatez, c'est que l'écart de gain d'emploi des femmes vis-à-vis des hommes et se maintient dans le temps. Il a légèrement diminué. Dans les années 70, les femmes, le revenu des femmes équivalait à environ 45% de celui des hommes, alors que présentement, c'est environ 65%. Ce graphique-là représente l'espérance de vie restante à 65 ans. Ce que vous remarquez, c'est que dans les années 31, les femmes et les hommes qui avaient 65 ans pouvaient espérer vivre en moyenne 12 à 13 ans. En 2001, l'écart s'est considérablement élargi. Présentement, les femmes ont une espérance de vie restante à 65 ans qui est plus élevée que les hommes. Elles peuvent espérer vivre 20 ans supplémentaires, comparativement à un peu plus de 15 pour les hommes. Au niveau de la santé, il y a plusieurs indicateurs de santé qui ont été utilisés. Ce que je vous présente ici, c'est quelques exemples. Pour l'arthrite, la prévalence est de 21% chez les femmes et d'environ 13% chez les hommes. Les chiffres que vous voyez en rouge sont des différences statistiquement significatives hommes versus femmes. Pour le diabète, il est plus prévalent chez les hommes, prévalence de 6,7% comparativement à 5,6% pour les femmes. L'hypertension est d'environ 17%, autant chez les hommes que chez les femmes. L'embonpoint, l'obésité est plus fréquente chez les hommes. 60% des hommes ont de l'embonpoint ou de l'obésité, comparativement à 44% des femmes. Les troubles de l'humeur, c'est les troubles dépressifs et bipolaires, sont plus fréquents chez les femmes, à 9%, comparativement à un peu moins de 5% chez les hommes. Le pourcentage de personnes qui estiment que leur santé perçue est passable ou mauvaise est égal chez les hommes et les femmes, soit entre 10 et 12%. Le stress perçu,
qui est assez ou très intense, c'est un peu plus élevé chez les femmes. 25% des femmes vont dire que, selon elles, leur stress est assez ou très intense, comparativement à 22% chez les hommes. Et finalement, il y a 88% des femmes qui ont accès à un médecin régulier, comparativement à environ 81% chez les hommes. Alors donc, il y a des différences tant en matière socio-économique et en matière de santé chez les hommes et chez les femmes. Et toutes les études sur le sexe et le genre essaient d'expliquer ces différences-là. Les hypothèses qui ont été soulevées, particulièrement en épidémiologie, concernant ces différences entre les hommes et les femmes, sont au nombre de 3. La première hypothèse, c'est que les hommes et les femmes ont une exposition différentielle aux facteurs de risque et de protection. Alors, les facteurs biologiques vont être liés au sexe, tandis que les facteurs socio-culturels vont davantage concerner le genre. La deuxième hypothèse, c'est une vulnérabilité différentielle aux facteurs de risque. Alors, encore là, on aurait des facteurs biologiques qui émaneraient du sexe et des facteurs socioculturels qui seraient davantage liés au genre. Et finalement, la troisième hypothèse, c'est un dévoilement différentiel de l'information dans les enquêtes. Vous savez que la majorité des informations sur le statut socio-économique et sur l'état de santé de la population proviennent d'enquêtes populationnelles et que les hommes et les femmes n'ont pas nécessairement le même désir de dévoiler de l'information dans ce contexte-là. On va maintenant parler du concept et de la mesure du sexe et du genre. Et après cette section-là, on va prendre un petit 5 minutes pour vérifier que les concepts ont été bien assimilés et vous pourrez adresser des questions en ligne si vous le souhaitez. S'il n'y a pas de questions, on continuera. Alors, le sexe fait référence à une classification biologique des êtres humains dans les catégories hommes et femmes. Je dis êtres humains, mais naturellement, vous comprenez que ça pourrait aussi concerner les plantes ou les animaux, mais on se concerne ici avec les êtres humains. Donc, classification biologique selon des critères qui sont anatomiques, physiologiques et génétiques. Parmi les critères anatomiques, on va trouver la taille, le poids, la masse corporelle, la masse musculaire, les organes reproducteurs, la structure du cerveau. Parmi les critères physiologiques, on va trouver les systèmes hormonaux, œstrogènes, progestérone et les différentes caractéristiques du métabolisme. Et finalement, parmi les caractères génétiques, on va trouver naturellement les XX, XY et XXY. Alors, la définition du genre, c'est le genre, en fait, c'est une construction socio-culturelle qui reflète les caractéristiques de la personnalité, des croyances et des comportements qui sont plus acceptés socialement pour les femmes ou les hommes et des rôles sociaux qui sont plus valorisés culturellement pour les hommes ou les femmes. Alors, les corollaires de cette définition-là, c'est que le genre varie dans le temps. Et le genre varie aussi dans l'espace. Du moins, selon la définition, on s'attendrait à ce que le genre la perception du genre soit différente dans des pays qui ont une culture très différente et à des époques différentes aussi. Le genre peut être mesuré par des instruments de mesure qu'on utilise majoritairement en recherche. En gros, on reconnaît 3 types de mesures du genre. La première catégorie, c'est les mesures qui sont axées sur les normes culturelles liées au genre. L'exemple le plus populaire, c'est le BEM Sex Role Inventory, l'inventaire des rôles liés au sexe, qui a été développé par BEM en 1974. La deuxième catégorie, c'est la mesure du stress associé à l'adhésion aux normes culturelles liées au genre, comme par exemple le Gender Role Conflict Scale, qui a été développé par O'Neill et son équipe en 1986. Et finalement, la mesure des relations entre les hommes et les femmes, par exemple, l'Attitude Toward Woman Scale, développé par Spence en 1972. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous parler de 3 instruments de mesure qui appartiennent à chacune des catégories qu'on vient de nommer.
vous décrire à quoi ça ressemble et à la fin du séminaire, je vais vous présenter un exemple de comment ça peut être utilisé en recherche sur le sexe et le genre. Alors, BEM, en 1974, a développé cet instrument de mesure sur le Sex Role Inventory et elle avait adopté une position qui était assez révolutionnaire à l'époque. Ce qu'elle prétendait, c'est que la masculinité et la féminité, c'était deux dimensions indépendantes. Jusqu'à ce que fasse cette proposition théorique-là, il y avait un consensus général qui voulait que la masculinité et la féminité étaient les deux pôles opposés d'un même continuum. Alors, ce que BEM voulait faire, c'était de quantifier le degré d'adhésion personnelle aux normes culturelles de masculinité et de féminité. Et pour ça, elle s'appuyait sur la théorie du schéma. C'est remarquable que BEM a développé la théorie du schéma quelques années, en fait 2 ans après avoir, plus que 2 ans, là, 9 ans après avoir développé le Sex Role Inventory. La théorie du schéma, ce qu'elle dit, c'est que les stéréotypes sexuels sont dérivés en partie de notre volonté ou notre désir d'endosser et d'encoder l'information concernant le soi, l'identité personnelle, en termes de définition culturelle de masculinité et de féminité, et c'est ça qui constitue le schéma de genre. Le BSRI, c'est un instrument de mesure qui a 60 items, une petite version qui a 30 items seulement, et qui sont cotés de 1 à 7. Ce que vous avez ici, c'est la liste des 20 items qui définissent la féminité selon le BSRI. Alors, c'est une série d'adjectifs qui représentent des attitudes, des préférences ou vraiment des qualités qui sont censées être davantage féminines. Par exemple, le fait d'être complaisant, enjoué, timide, affectueux, sensible aux compliments, loyal, féminin, sympathique, sensible aux besoins d'autrui, compréhensif, compatissant, empressé d'apaiser les peines, avoir une voix douce, chaleureux, sensible, crédule, enfantin, éviter les paroles blessantes, aimer les enfants et être doux. Tout ça constituerait l'aspect féminin des individus. L'aspect masculin, ce sont des caractéristiques telles que avoir de l'assurance, défendre ses convictions, être indépendant, être sportif, sûr de soi, forte personnalité, énergique, analytique, aptitude de leader, prêt à prendre des risques. Des gens qui prennent des décisions facilement, autonomes, dominateurs, masculins, prêts à prendre position, agressifs, agir comme un leader, individualiste, compétitif et ambitieux. Alors, ce que BEM avait prévu, c'est de catégoriser les gens selon leur profil général, à quel point ils endossaient les attitudes, les valeurs, les caractéristiques qui sont davantage masculins ou davantage féminins, et de séparer les gens en 4 catégories. Il y aurait le profil androgyne qui regrouperait des gens qui ont autant de féminin que de masculin dans leur attitude générale. Le profil masculin qui regrouperait des gens qui ont endossé une majorité d'items masculins. Inversement, profil féminin, ce sont des gens qui ont endossé une majorité d'items féminins. Et finalement, le profil indifférencié, c'est des gens qui ont très peu endossé d'items. Alors, ils sont ni masculins ni féminins et il ne faut donc pas les confondre avec un profil androgyne. Donc, cet instrument de mesure du Sex Role Inventory a été critiqué à plusieurs niveaux. Premièrement, la validité de construit est questionnable. BEM voulait mesurer les stéréotypes masculins et féminins et certains des items concernent davantage des traits de personnalité que des stéréotypes.
La sélection des items est vraiment pas claire. Bem est un professeur, une formation en psychologie développementale. Elle a enseigné principalement à l'université Stanford aux États-Unis, en Californie. Et elle a construit son instrument de mesure à partir d'items recueillis auprès d'étudiants universitaires de premier cycle. Dans les années 70. Alors, vous comprendrez que si effectivement le concept de genre évolue dans le temps et dans l'espace, on se retrouve dans un milieu très spécifique, milieu universitaire, aisé, américain, et à une époque très particulière aussi, les années 70. Les qualités psychométriques de cet instrument de mesure-là sont douteuses. En particulier, on n'arrive pas à recréer la structure factorielle qui avait été proposée par Bem. Par structure factorielle, on entend les dimensions de féminité et masculinité. La validité transculturelle n'a pas vraiment été établie. Le BSRI a été utilisé dans plusieurs pays depuis les années 70. De façon générale, le niveau de fiabilité est relativement élevé, sauf que, compte tenu que l'instrument de mesure a 60 items, cette donnée de fiabilité-là n'est pas vraiment instructive. Et finalement, on peut se poser des questions sur l'évolution des stéréotypes dans le temps. L'autre instrument de mesure dont on parlait, c'est le Gender Role Conflict Scale, instrument développé par O'Neill et son équipe en 1986. Ce que O'Neill et son équipe voulaient faire, c'était mesurer la pression ressentie par les hommes quant aux normes comportementales restrictives qui sont liées aux rôles sociaux. Il y a 4 dimensions dans cet instrument de mesure-là. La dimension succès, compétition, puissance, la dimension expression des émotions, la dimension comportement affectueux entre les hommes, ce qu'on appelle l'homophobie, et la dimension conflit entre le rôle de travailleur et les rôles familiaux. Le GRCS contient 37 items qui sont cotés de 1 à 6. Alors, des exemples d'items pour la première dimension, succès, compétition, puissance, seraient obtenir de l'avancement est important pour moi. Dans la deuxième dimension, l'expression des émotions, un item caractéristique est je me sens vulnérable quand j'exprime mes émotions. Troisième dimension, comportement affectueux entre les hommes, l'homophobie. Je me sens inconfortable quand je vois des hommes se toucher. Et dans la quatrième dimension, le conflit entre les rôles sociaux, ce sont des items tels que mon travail dérange ma vie familiale ou mes loisirs. Alors, le GRC, contrairement au BSRI, a été validé à plusieurs reprises et les critiques sont très favorables par rapport à cet instrument de mesure-là. C'est l'instrument de mesure qui est le plus fréquemment utilisé dans la recherche sur la masculinité. La structure factorielle, les qualités psychométriques ont été confirmées dans plusieurs échantillons provenant de différents pays, différentes époques. Le seul problème, peut-être, c'est la dimension succès, compétition, puissance, qui mesure davantage l'idéologie masculine plutôt que les conflits entre les rôles sociaux. Alors, un dernier exemple, c'est l'Attitude Toward Woman Scale. C'est un instrument de mesure qui a été développé au début des années 70 aussi et qui mesure l'attitude sexiste envers les femmes. C'est un instrument qui contient 55 items, des versions plus courtes à 25 ou 15. Un exemple d'item, c'est sacrer et dire des obscénités est plus répugnant pour les femmes que pour les hommes. Cet instrument de mesure-là est aussi très apprécié. Sa structure factorielle et ses qualités psychométriques ont été confirmées à plusieurs reprises. Alors, ce dont on va parler présentement, c'est de la deuxième partie du séminaire. C'est l'exposition et la réaction des femmes et des hommes à la violence en milieu de travail.
En petite mise en contexte, au Canada, il y a environ 2 millions d'actes violents graves par année et 17% de ces actes violents graves-là ont lieu en milieu de travail. Le lien, en ce qui concerne le lien avec l'agresseur, dans 38% des cas, l'agresseur est un patient, un client ou un ancien collègue. Dans 33%, c'est un étranger. Dans 18%, c'est un collègue de travail. Et dans 11%, c'est une personne connue. Au Québec, il y a 69 000 travailleurs qui sont exposés à la violence physique en milieu de travail par année. Ça, c'est un résultat, une donnée qui a été mentionnée dans le cadre de l'enquête Écotest. Alors, je vous glisse quelques mots sur l'écotest parce que c'est une enquête populationnelle qui est assez innovative dans le domaine de la santé et sécurité au travail. L'enquête, donc, son titre exact, c'est l'enquête québécoise sur les conditions de travail, d'emploi et de santé et sécurité au travail. L'enquête qui a été conduite entre novembre 2007 et février 2008. Son rapport final a été publié à la fin de 2011, si je me souviens bien, au début 2012. L'enquête a été réalisée par l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité au travail, par l'Institut de la statistique du Québec et par l'Institut national de santé publique du Québec. La population cible était composée des travailleurs, salariés et autonomes de 15 ans et plus qui avaient un emploi rémunéré depuis au moins 8 semaines et dont l'emploi occupait 15 heures et plus par semaine. L'échantillon total est de 5 071 travailleurs. C'est une enquête qui est très innovatrice parce qu'elle a abordé différents phénomènes liés à la santé et sécurité au travail et elle a produit des résultats très intéressants. Ce tableau-là vous montre la prévalence de la violence au travail au Québec. Ils ont étudié spécifiquement 3 catégories de violence, le harcèlement psychologique, le harcèlement sexuel et la violence physique. Alors, environ 15% des travailleurs ont rapporté avoir été victimes de harcèlement psychologique au cours de l'année précédant l'enquête. 2,5% ont rapporté du harcèlement sexuel et 1,9% ont rapporté avoir été victimes de violences physiques. Comme pour les premiers tableaux, les chiffres qui sont en rouge indiquent des différences significatives entre les femmes et les hommes. Alors, ce que vous constatez, c'est que la prévalence du harcèlement psychologique en milieu de travail est plus élevée, 17% chez les femmes que chez les hommes. Le harcèlement sexuel est aussi plus élevé chez les femmes que chez les hommes. 3,8% des femmes rapportent avoir été harcelées sexuellement dans la dernière année, comparativement à 1,4% chez les hommes. Et la violence physique est répartie équitablement entre les hommes et les femmes à environ 2%. Alors, quels sont les facteurs qui sont associés à la violence au travail au Québec? Certains facteurs sont communs aux hommes et aux femmes, d'autres sont spécifiques aux hommes ou aux femmes. Alors, le fait d'être salarié, syndiqué, non-cadre, de travailler dans un secteur public ou parapublic et l'insécurité d'emploi sont des facteurs qui affectent autant les hommes que les femmes. Sauf que ça ne touche pas nécessairement tous les types de violence. Par exemple, les travailleurs qui sont dans le secteur public et parapublic, autant les hommes que les femmes, sont davantage à risque de harcèlement psychologique et de violence physique que les autres travailleurs, les travailleurs qui travaillent dans d'autres secteurs. En ce qui concerne l'insécurité d'emploi, elle est plus élevée chez les gens qui sont victimes de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel pour les hommes, alors que pour les femmes, c'est un facteur de risque, mais uniquement pour le harcèlement psychologique.
Maintenant, si on regarde les facteurs qui sont spécifiques aux hommes ou aux femmes, pour les hommes, ce sont des facteurs qui ne sont pas directement liés avec l'emploi qu'ils occupent ou avec leur milieu de travail spécifique. Le fait d'avoir une scolarité de niveau primaire va être un facteur de risque pour le harcèlement psychologique. Le fait d'avoir une scolarité collégiale va être un facteur de risque de violence physique. Et le fait que le revenu du ménage soit très faible va être un facteur de risque pour le harcèlement psychologique. Pour les femmes, c'est différent. Pour les femmes, pour les trois types de violences, c'est-à-dire harcèlement psychologique, harcèlement sexuel et violence physique, le fait de travailler avec le public est un facteur de risque important. Le fait d'occuper un emploi permanent en comparaison avec un emploi temporaire va être un facteur de risque pour le harcèlement psychologique. Les femmes qui ont entre 25 et 34 ans sont davantage victimes de harcèlement sexuel et finalement, la précarité contractuelle va être un facteur de risque pour la violence physique. Alors, comment les hommes et les femmes vont réagir à ces différentes formes de violence en milieu de travail? Là aussi, c'est un petit peu différent. Ce que les analyses ont fait, c'est qu'elles ont comparé le niveau de symptômes à des gens qui ont été soumis à plusieurs formes de violence. Par exemple, quelqu'un qui aurait subi du harcèlement psychologique, du harcèlement sexuel et de la violence physique, comparativement aux gens qui ont subi seulement une seule forme des trois violences. Alors, pour les hommes qui ont subi plusieurs formes de violence en milieu de travail vont être davantage à risque d'exprimer des symptômes dépressifs liés au travail. Donc, on a 31% des hommes exposés à plusieurs formes, comparativement à 10% des hommes exposés à une seule forme. Toujours dans les hommes, le présentéisme va être plus fréquent chez les hommes qui ont été exposés à plusieurs formes de violence en milieu de travail comparativement à une seule forme, 39% versus 21%. Le présentéisme, c'est quelqu'un qui va au travail mais qui sait qu'il ne devrait pas être là parce qu'il ne se sent vraiment pas bien. Alors, pour les femmes, les femmes qui ont été exposées à plus d'une forme de violence en milieu de travail vont être plus à risque de détresse psychologique élevée que les femmes qui ont subi une seule forme de violence. Et elles vont aussi être plus à risque d'accidents de travail, 21% versus 9%. Alors, ce que l'enquête Écotest nous apprend, c'est que, d'une part, les femmes et les hommes ne sont pas nécessairement exposés aux mêmes formes de violence en milieu de travail, ou du moins la fréquence à laquelle ils sont exposés à ces différentes formes-là varie en fonction du genre. L'écotest nous apprend aussi que certains facteurs de risque associés à la violence en milieu de travail sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes, mais que d'autres facteurs vont être spécifiques aux hommes ou aux femmes. Et finalement, ce qu'elle nous apprend, c'est que la réaction à cette violence en milieu de travail n'est pas nécessairement la même pour les hommes et les femmes. Alors, c'est vraiment une enquête qui est extraordinaire dans sa construction et dans les résultats et les données qu'elle a produits. Naturellement, il y a quelques limites. Comme je le mentionnais précédemment, il y avait 5071 répondants. Dès qu'on veut faire des analyses un peu plus précises, on n'a pas de puissance statistique suffisante pour procéder. Alors, il y a beaucoup de questions que cette enquête-là soulève et qui devront être approfondies dans des enquêtes ultérieures. On a parlé au début du séminaire des différences entre le sexe et le genre.
On a montré, on a donné des exemples d'exposition genrée ou sexuée, puisqu'on n'a pas distingué les deux, à la violence en milieu de travail. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les résultats d'une étude qui ont utilisé le genre dans une recherche qui portait sur la violence en milieu de travail. Et ça va vous donner une idée des choses qu'on peut faire et à quel point ça peut nuancer notre perception des facteurs associés à la violence, mais aussi de toute la prévalence et des interventions qu'on pourrait éventuellement développer pour la prévenir ou pour la prévenir. C'est une étude qui a été effectuée par Tragno. Ce que Tragno et ses collègues voulaient faire, c'était de vérifier si les identités de genre qui sont efficaces dans la vie quotidienne peuvent s'avérer protectrices ou fragilisantes en situation d'agression. Vous avez vu quand on a parlé du BCRI qu'il y avait certaines caractéristiques spécifiques aux hommes ou aux femmes qui pouvaient s'avérer intéressantes dans des contextes particuliers, par exemple en milieu de travail. Pour les hommes, le fait d'affirmer ses convictions, d'être prêt à prendre des décisions, tout ça semblait être très bénéfique pour pouvoir bénéficier d'un milieu de travail stimulant. C'est le profil masculin. Une femme peut très bien avoir ces caractéristiques-là. Les caractéristiques féminines étaient davantage d'empathie, de sensibilité aux besoins des autres, qui sont des caractéristiques qui sont sûrement appréciées dans un milieu familial ou avec les amis, mais qui pourrait être un handicap dans un milieu de travail qui n'est pas lié aux soins des patients. Alors, ce que Tragno ont voulu faire, c'est examiner l'influence de l'identité de genre sur l'impact psychologique des agressions en milieu de travail. Alors, ils ont utilisé le BSRI. Okay. Alors, c'est l'instrument de BEM dont on a parlé au tout début et qui permettait de classer les gens en 4 catégories, profil plus féminin, plus masculin, androgyne ou indifférencié. Tragno et ses collègues ont proposé 4 hypothèses liées à ces profils-là. Selon eux, les types féminins devraient être moins vulnérables aux effets d'une agression en milieu de travail parce qu'ils ont une sensibilité et une empathie qui est supérieure et qui leur permettrait, qui les protégerait en mettant une distance entre l'acte et elles-mêmes ou eux-mêmes. La deuxième hypothèse, c'est que les types androgynes seraient aussi moins vulnérables, mais pour des raisons différentes. Les types androgènes, comme vous vous souvenez, ont certains items caractéristiques du profil masculin et certains items du profil féminin, ce qui leur donne une grande plasticité identitaire et une capacité d'adaptation considérable. Selon les auteurs, toujours, les types masculins seraient plus vulnérables aux effets d'une agression à cause de la rupture identitaire qui est causée entre l'assurance personnelle que les gens qui ont ce profil-là sont censés avoir et le fait d'être victime. Quelqu'un qui est fort et qui est victime, c'est contradictoire et ça crée une rupture identitaire qui pourrait être plus susceptible de provoquer des effets psychologiques suite à une agression. Et finalement, la dernière hypothèse, ce qu'il proposait, c'est que les types indifférenciés, ce sont, on s'en souvient, des gens qui scorent très bas, autant pour les dimensions féminines que masculines. Alors, ce sont des gens qui ont peu de repères identitaires. Et à cause de ça, ils auraient davantage de difficultés pour affronter l'adversité. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont interviewé 367 travailleurs. C'est une étude qui se passe en France. Parmi ces 367 travailleurs, il y avait 230 victimes d'agressions en milieu de travail. L'impact psychologique était mesuré par un instrument de mesure, l'Impact of Event Scale, qui mesure 3 dimensions de symptômes post-traumatiques, l'intrusion, l'évitement et l'hypersensibilité.
Et la mesure de l'identité de genre, c'était le BEM Sex Role Inventory, la version à 60 items, et ils ont utilisé la façon de catégoriser les participants qui a été développée par BEM, c'est-à-dire au-dessus ou en dessous de la médiane. Les analyses, c'est des analyses de comparaison de moyenne avec l'ANOVA. Alors, ce que vous avez ici, c'est un tableau qui montre la répartition, la distribution des différents profils selon le sexe. Alors, si vous regardez dans la dernière colonne, vous allez constater que les 4 types sont représentés à peu près également dans cet échantillon de travailleurs. 26% sont de type indifférencié, 24% de type masculin, 23% de type féminin et 28% de type androgyne. Pour les profils des hommes et des femmes, la principale différence, c'est qu'il y a effectivement un pourcentage plus élevé d'hommes que de femmes qui ont un profil masculin, 36% versus 19%, et il y a effectivement davantage de femmes qui ont un profil plus féminin, c'est-à-dire 29% pour les femmes, comparativement à 10% pour les hommes. Ce tableau-là vous montre l'exposition à la violence en milieu de travail. On parle ici des 230 personnes qui ont vécu cette forme de violence et ils ont distingué 3 types de violence. La violence verbale, la violence physique et la violence verbale et physique. Alors, les victimes de violence pouvaient naturellement être victimes de à plus qu'une occasion de violence. Alors, parmi les victimes, 97% avaient été victimes d'agressions verbales. En ce qui concerne l'agression physique, c'était environ 34% chez les hommes et 30% chez les femmes. Et pour les épisodes d'agression qui étaient verbales et physiques en même temps, 31% des hommes et 29% des femmes. Alors, contrairement à ce qu'on a observé au Québec, dans l'étude française, il n'y avait pas de variation hommes, femmes, selon le type de violence. Sauf que, vous le constatez par vous-même, la violence en milieu de travail n'a pas été mesurée de la même façon. Au Québec, on distinguait harcèlement sexuel, harcèlement psychologique et violence physique. Et ici, on distingue agression verbale, physique et physique dans une même occasion. Donc, on a une différente façon de mesurer l'exposition à la violence en milieu de travail. On a remarqué certaines différences dans la réaction aux agressions en milieu de travail dans cet échantillon français. Ce que vous avez ici, c'est nos 4 catégories d'identité de genre, la catégorie indifférenciée, masculin, féminin et androgyne, et vous avez des réactions aux agressions. Le stress post-traumatique, le sentiment d'insécurité et le sentiment de stress. Alors, ce que vous remarquez d'abord, c'est que le risque de développer un stress post-traumatique est beaucoup plus élevé chez les personnes qui ont un profil indifférencié ou masculin, 42 et 40%, que chez les personnes qui ont un profil féminin ou androgyne. Ça correspond à ça soutient une des hypothèses que Tragno et ses collègues avaient fait. Dans la deuxième ligne, vous constatez que le risque de rapporter un sentiment d'insécurité élevé est plus élevé chez les personnes qui ont un profil indifférencié que chez les personnes qui ont d'autres types de profils. Encore une fois, les chiffres en rouge sont des chiffres où il y a une différence significative. Vous constatez que, en ce qui concerne le sentiment d'insécurité, la probabilité la plus faible se trouve parmi les gens qui ont un profil masculin, mais cette différence-là n'est pas statistiquement significative de ce qu'on trouve chez le profil féminin et androgyne. Pour le sentiment de stress, aucune différence, quel que soit le groupe.
ici, ce tableau-là vous présente d'autres réactions, d'autres comportements que les gens pourraient adopter suite à une agression en milieu de travail. Alors, on a considéré la prise de somnifères, la consommation d'alcool et les problèmes d'insomnie. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un seul endroit, c'est-à-dire la consommation d'alcool élevée, qui caractérise ou qui distingue nos 4 profils identitaires. Et c'est les gens qui ont un profil masculin qui vont être davantage susceptibles de recourir à l'alcool de façon intensive pour diminuer l'impact de l'agression dont ils ont été victimes en milieu de travail. En bref, cette étude-là, elle est très intéressante parce que c'est une des rares études où le concept de genre a effectivement été appliqué dans une étude sur les relations entre l'exposition à la violence en milieu de travail et la santé mentale. Et les conclusions sont un petit peu a priori contre-intuitive. On se serait attendu à ce que quelqu'un qui a un profil masculin soit davantage équipé pour réagir ou parer aux problèmes d'agression, mais c'est exactement l'inverse. Alors, pour les types indifférenciés et masculins, le stress post-traumatique est plus fréquent. Pour le type indifférencié, le sentiment d'insécurité est plus fréquent. Pour les types masculins, le recours à l'alcool est plus fréquent et les types féminins et androgynes sont les moins vulnérables. Donc, les types d'identité de genre qui sont des atouts dans certains contextes vont devenir des facteurs de vulnérabilité dans d'autres contextes et vice-versa. Alors, si on avait uniquement comparé hommes-femmes, on n'aurait sans doute pas observé les mêmes résultats. Il aurait été extrêmement intéressant que Tragno étudie les interactions entre le genre et l'identité de genre. On aurait eu à ce moment-là une information très, très, très utile sur ce que les gens sont censés être au sens biologique, c'est-à-dire le sexe, et l'identité de genre. Mais déjà, cette étude-là est intéressante en ce qu'elle nous convainc que l'identité de genre peut effectivement avoir un effet statistiquement significatif sur les réactions psychologiques à une agression verbale ou physique. Alors, bref, dans le domaine des différences hommes-femmes en matière de violence au travail et en matière de réaction à cette violence-là, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Jusqu'à maintenant, il y a vraiment peu d'études qui ont intégré le concept de genre et aucune, à ma connaissance, qui a intégré le sexe et le genre. Malgré tout ça, il ne faut quand même pas se mettre à focusser uniquement sur le genre. Bem l'a souligné à quelques reprises, d'autres en ont parlé aussi. Le genre, c'est seulement un des aspects de l'identité des individus. Et ce n'est pas nécessairement un aspect déterminant pour l'ensemble de la population. Et chez les gens pour qui c'est un aspect déterminant, ce n'est pas nécessairement déterminant dans tous les contextes de la vie. Donc, la variable sexe-genre, c'est un marqueur des caractéristiques biologiques et sociologiques, socioculturelles qui sont non mesurées et qui sont parfois non mesurables. Et ce qui va modifier nos connaissances par rapport à l'effet du sexe et du genre, c'est souvent lié à l'interprétation qu'on va donner à une même variable, à savoir homme versus femme. Alors, j'espère que ce très bref séminaire sur la question a quand même été instructif pour vous. Je pourrais accueillir quelques questions si vous le souhaitez. Vous avez juste à les écrire, je pense. Tout à fait. Madame soulignait que dans la comparaison des résultats entre la France et le Québec, c'était pas juste une question de méthodologie, c'était aussi une question de culture. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Les valeurs culturelles qu'on a ici et qu'on a en France sont parfois différentes. Alors c'est sûr que les résultats parfois contradictoires qu'on va observer d'une étude à l'autre sont souvent dus à cette différence culturelle. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Je viens d'avoir un commentaire d'une des participantes qui me dit que la réaction immédiate suite à une agression va être étudiée par une équipe du Centre d'études sur le trauma dans les centres jeunesse. Alors, on devrait éventuellement avoir des résultats pour ce type d'événement-là. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce séminaire. On s'excuse encore une fois pour les délais de diffusion dus à des problèmes techniques. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.